En 1200, sous les étoiles d'un château castillan, Blanche de Castille était promise à Louis VIII. Les cloches d'église résonnaient. L'odeur de la cire chaude flottait dans l'air. Sous la lueur d'une lune pâle, une princesse de 12 ans quittait l'Espagne pour un destin incertain. Était-ce une alliance sacrée ou une prison dorée? Les murmures des courtisans cachaient-ils un secret plus sombre? Chaque pas vers la France forgeait une rime d'une puissance inégalée. Plongée dans l'héritage de Blanche de Castille, une reine forgée par l'Alliance, où drame et mystère se dévoilent. En 1200, dans un château castillan, Blanche de Castille apprenait son sort. Pourquoi une enfant fut-elle choisie pour la France? Le vent sifflait à travers les hautes fenêtres ogivales du palais de Burgos, portant l'odeur des roses sauvages et de la pierre chauffée par le soleil castillan. Envisionnez-vous dans une salle aux murs drapée de tapisseries richement colorées, où la lueur des chandelles dansait sur des mosaïques dorées. En mars 1200, Blanche de Castille, âgée de 12 ans, se tenait droite, son regard perçant scrutant les visages des ambassadeurs français. Une alliance scellée par Philippe Auguste, roi de France, venait de décider de son avenir. Elle épouserait Louis, l'héritier du trône. Mais quel mystère entourait ce choix? Était-ce une simple union dynastique ou une stratégie cachée pour apaiser les rivalités entre la France et la Castille? Selon la chronique de Guillaume de Nangis, chroniqueur médiéval, Blanche fut choisie pour sa lignée prestigieuse, petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, et pour sa piété exemplaire. À seulement 12 ans, elle incarnait l'espoir d'une paix durable entre deux royaumes en tension. Mais son jeune âge suscitait des murmures. Pourquoi une enfant, encore bercée par les contes de sa nourrice, était-elle envoyée dans un pays lointain? Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette transition brutale forgea chez Blanche une résilience précoce, teintée d'une solitude profonde. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le froissement de sa robe de soie, sentant l'odeur de la cire rouge des sceaux royaux. Le palais de Burgos, avec ses tours massives et ses cours pavées de mosaïques, était un lieu de splendeur austère. Les cloches de la cathédrale voisine sonnaient, annonçant les vêpres, tandis que les serviteurs murmuraient dans les corridors, leur voix étouffée par des tapis épais. Blanche, élevée dans la foi rigoureuse de sa mère, Éléonore de Castille, savait que ce mariage était un devoir sacré. Mais que ressentait-elle, quittant sa famille pour un prince inconnu? Selon les grandes chroniques de France, elle versa des larmes en secret, mais son visage restait impassible face aux envoyés français. Était-ce du courage ou une résignation imposée par son rang? Envisionnez-vous, observant ses mains délicates serrant un rosaire d'ivoire. Son souffle court dans l'air frais du soir. Le voyage vers la France fut une épreuve. Les routes poussiéreuses, bordées de forêts sombres, résonnaient du bruit des sabots et des grincements des chariots. L'odeur de la sueur des chevaux et de l'herbe humide emplissait l'air. Blanche, enveloppée dans une cape brodée d'or, fixait l'horizon, son cœur peut-être partagé entre la peur et la curiosité. En mai 1200, à Normandelle, une terre neutre entre la France et l'Angleterre, le mariage fut célébré. Les cloches sonnèrent, mais leur écho semblait froid, comme un présage. Louis, âgé de 13 ans, se tenait à ses côtés, maladroit, son armure trop grande pour son corps juvénile. Selon le chroniqueur Rigord, l'union fut scellée sous les regards scrutateurs des barons. Mais quel secret cette alliance cachait-elle? Envisionnez-vous dans la chapelle, sentant l'odeur de l'encens, entendant le chant des psaumes s'élever dans l'air. Blanche, malgré son jeune âge, comprit vite que son rôle dépassait une simple union. Cette alliance, négociée par sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine,
visait à contrer l'influence anglaise. Mais à quel prix? Une analyse psychologique suggère que la jeune princesse, confrontée à un monde de courtisans méfiants, développa une acuité politique précoce. Elle apprit à lire les regards, à peser les mots, à dissimuler ses craintes. Envisionnez-vous dans la foule des invités, observant son visage pâle mais résolu, entendant le tintement des gobelets d'argent lors du banquet nuptial. Était-elle une pionne dans un jeu d'échecs royal ou déjà une reine en devenir? Mais dans l'ombre de la cour française, un défi plus grand attendait Blanche. En 1200, dans les salles froides du palais de Paris, Blanche de Castille faisait face au baron. Pourquoi la craignait-il déjà? Le vent sifflait à travers les hautes fenêtres du palais de la Cité, portant l'odeur de la pierre humide et des feux de bois crépitant dans les cheminées. Envisionnez-vous dans une salle aux murs ornée de tapisseries fanées, où la lueur des torches vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les visages méfiants des courtisans. En mai 1200, Blanche de Castille, à peine arrivée en France, découvrait un monde hostile. À 12 ans, elle était la nouvelle dauphine, épouse de Louis, mais déjà les murmures des barons résonnaient. Était-elle une alliée ou une menace étrangère? Quel mystère entourait cette jeune princesse castillane, dont le regard perçant semblait défier leur autorité? Selon les grandes chroniques de France, Blanche fut accueillie avec une politesse froide par la cour de Philippe Auguste. Son statut de petite fille d'Aliénor d'Aquitaine lui conférait un prestige, mais son origine espagnole suscitait la suspicion. Les barons, jaloux de leur pouvoir, voyaient en elle une intruse, une enfant manipulée par des ambitions étrangères. Une analyse psychologique suggère que Blanche, confrontée à cet environnement hostile, développa une force intérieure remarquable, apprenant à dissimuler ses émotions derrière un masque de dignité. Envisionnez-vous dans cette salle, entendant le craquement des bujailles dans l'âtre, sentant l'odeur de la cire fondue des sceaux royaux. Le palais de la Cité, centre du pouvoir capétien, était un lieu d'austérité majestueuse. Les cloches de Notre-Dame, au loin, sonnaient les heures, leur écho résonnant dans les couloirs de pierre. Blanche, vêtue d'une robe de velours ornée de fils d'argent, marchait avec prudence, ses pas légers contrastant avec le cliquetis des épées des gardes. Louis, son jeune époux, était un prince timide, encore sous l'emprise de son père, Philippe Auguste. Selon le chroniqueur Guillaume de Nangis, il admirait la piété et l'intelligence de Blanche, mais leur relation restait distante, marquée par la gêne de leur jeune âge. Était-ce un mariage voué à l'échec ou une alliance destinée à façonner l'avenir de la France? Les courtisans, avec leur regard scrutateur, observaient chaque geste de Blanche. Les rumeurs, rapportées par Rigord dans ses chroniques, suggéraient qu'elle était trop fière, trop castillane, pour comprendre les subtilités de la cour française. Pourtant, Blanche apprenait vite. Elle étudiait les alliances, les rivalités, les ambitions cachées. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cette jeune fille, arrachée à son foyer, compensait sa solitude par une acuité politique hors du commun. Envisionnez-vous parmi les courtisans, sentant l'odeur du vin épicé servi dans des gobelets d'étain, entendant les murmures des conversations dans l'ombre des colonnes. Les défis de Blanche ne se limitaient pas aux intrigues de la cour. La langue française, bien que proche de son castillan natal, était un obstacle. Selon la vie de Saint-Louis de Jean de Joinville, elle s'efforça d'apprendre rapidement, ses nuits éclairées par la lueur d'une chandelle, tandis qu'elle déchiffrait des manuscrits. Le froissement des parchemins et l'odeur de l'encre accompagnaient ses heures solitaires. Était-elle motivée par le devoir ou par une ambition secrète de prouver sa valeur?
Les barons, méfiants, la surnommaient parfois l'Espagnole, un sobriquet chargé de mépris. Mais Blanche, avec son regard clair et sa voix mesurée, commençait à imposer le respect. Un incident, relaté par Guillaume de Nangis, marqua son arrivée. Lors d'un banquet, un baron osa remettre en question son lignage, insinuant que sa jeunesse la rendait inapte à influencer Louis. Blanche, sans élever la voix, répondit en latin, citant un verset biblique avec une assurance qui laissa la salle silencieuse. Envisionnez-vous dans cette scène, entendant le tintement des couverts s'interrompre, sentant l'odeur des viandes rôties se mêler à la tension. Ce moment révéla une reine en devenir, capable de transformer sa vulnérabilité en force. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cet acte de défi, si précoce, était une réponse à la pression d'un monde qui cherchait à l'écraser. Mais derrière ce courage, Blanche cachait-elle un secret? Les chroniques de l'époque, bien que silencieuses sur ce point, laissent entendre qu'elle correspondait en secret avec sa famille castillane. Était-ce une simple nostalgie ou un moyen de maintenir une influence étrangère? Envisionnez-vous dans sa chambre, où une chandelle vacillante éclairait un parchemin scellé, l'odeur de la cire rouge emplissant l'air. Blanche, seule, écrivait peut-être à sa mère, Éléonore, cherchant un soutien dans ce monde hostile. Quel mystère entourait ces lettres, jamais retrouvées? Mais dans l'ombre du trône, une rivalité plus dangereuse se dessinait. En 1208, dans l'éclat d'un banquet royal, Blanche de Castille défiait les barons. Comment une jeune reine imposa-t-elle sa volonté? Le vent hurlait à travers les murailles du palais de la cité, portant l'odeur des feux de bois et de l'herbe humide des jardins royaux. Envisionnez-vous dans une salle grandiose où la lueur des torches sculptait des ombres sur les tapisseries au fil d'or. En 1208, Blanche de Castille, désormais âgée de 20 ans, se tenait aux côtés de Louis, prince héritier, face à une cour de France agitée par les rivalités. Les cloches de Notre-Dame résonnaient au loin, mais leur écho semblait annoncer une tempête imminente. Pourquoi cette jeune reine castillane, jadis une enfant timide, inspirait-elle autant la crainte que l'admiration? Quel secret forgeait son ascendant sur un royaume divisé? Selon la chronique de Guillaume de Nangis, Blanche, après 8 ans en France, avait transformé sa jeunesse en une arme de séduction et de stratégie. Mariée à Louis VIII, elle n'était plus seulement une épouse, mais une conseillère influente, écoutée même par Philippe Auguste. Les barons, jaloux de leur pouvoir, murmuraient contre cette étrangère qui osait s'immiscer dans les affaires du royaume. Une analyse psychologique suggère que Blanche, confrontée à ces hostilités, développa une maîtrise de soi exceptionnelle, canalisant sa solitude en une ambition froide et calculée. Envisionnez-vous parmi les courtisans, entendant le tintement des gobelets d'argent, sentant l'odeur du vin épicé dans l'air chargé de tension. Le palais de la cité, avec ses salles voûtées et ses corridors de pierre, était un théâtre d'intrigues. Les torches crépitaient, projetant une lumière chaude sur les visages méfiants des nobles. Blanche, vêtue d'une robe de velours pourpre ornée de perles, se déplaçait avec une grâce étudiée, son regard perçant captant chaque murmure. Louis, bien que prince héritier, manquait encore d'assurance. Mais Blanche, selon les grandes chroniques de France, compensait par son intelligence et sa piété. Lors d'un banquet, un baron osa la défier, insinuant qu'une femme étrangère ne pouvait comprendre les lois françaises. Blanche répondit avec une éloquence qui figea l'assemblée. La couronne ne choisit pas son sang, mais sa force. Envisionnez-vous dans cette salle, entendant le silence soudain, sentant l'odeur des viandes rôties se mêler à l'électricité de l'instant. Cette audace n'était pas un simple éclat,
Blanche, formée par sa grand-mère Aliénor d'Aquitaine, avait appris l'art de la diplomatie et du pouvoir. Selon le chroniqueur Rigord, elle s'entourait de clercs et de conseillers, étudiant les lois et les alliances. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cette quête de savoir était une réponse à son sentiment d'isolement, une façon de prouver qu'elle était plus qu'une pionne dans le jeu dynastique. Envisionnez-vous dans une bibliothèque royale, où le froissement des parchemins accompagnait ses nuits, l'odeur de l'encre et de la cire chaude emplissant l'air. Était-elle motivée par le devoir ou par une ambition secrète de dominer? Mais un mystère persistait. Blanche entretenait-elle des contacts secrets avec sa famille castillane? Les archives, bien que lacunaires, suggèrent qu'elle recevait des lettres scellées, peut-être de sa mère, Éléonore de Castille. Ces missives, selon Jean de Joinville dans la vie de Saint-Louis, contenaient des conseils sur la manière de naviguer dans une cour hostile. Était-ce une simple correspondance familiale ou une stratégie pour maintenir une influence étrangère? Envisionnez-vous dans sa chambre, où une chandelle vacillante éclairait un parchemin caché, l'odeur de la cire rouge flottant dans l'air. Ces lettres, jamais retrouvées, auraient-elles contenu un secret capable de renverser les alliances? La relation avec Louis évoluait lentement. Bien que leur mariage ait été arrangé, une affection naissante semblait les unir. Selon Guillaume de Nangis, Blanche donna naissance à leur premier enfant, Philippe, en 1209, renforçant son statut. Mais la perte de cet enfant, peu après, marqua son cœur. Une analyse médicale pourrait suggérer que cette tragédie accentua son dévouement à ses devoirs royaux, canalisant sa douleur en une détermination farouche. Envisionnez-vous observant Blanche dans une chapelle silencieuse, entendant le chant des psaumes, sentant l'odeur de l'encens tandis qu'elle priait pour son fils perdu. Les barons, de plus en plus troublés par son influence, complotaient dans l'ombre. Selon Rigord, certains cherchaient à discréditer Blanche, l'accusant de manipuler Louis pour servir les intérêts castillans. Mais Blanche, avec une habileté redoutable, déjouait leurs intrigues, gagnant même l'estime de Philippe Auguste. Envisionnez-vous dans un conseil royal, entendant le craquement des bouches dans la cheminée, sentant l'odeur de la pierre froide alors que Blanche défendait sa place avec des mots acérés comme des lames. Dans l'ombre du trône, une tempête plus féroce allait ébranler son destin. En 1223, à la mort de Philippe Auguste, Blanche de Castille devenait reine. Mais quel secret menacerait son règne? Le vent hurlait à travers les remparts du palais de la cité, portant l'odeur de la pluie et des feux mourants dans les cheminées royales. Envisionnez-vous dans une salle austère où la lueur des chandelles vacillait sur des murs de pierre, projetant des ombres inquiétantes. En novembre 1223, Blanche de Castille, à 35 ans, montait sur le trône aux côtés de Louis VIII, couronné roi de France. Les cloches de Notre-Dame sonnaient lugubrement, comme un présage d'un règne tumultueux. Pourquoi cette reine castillane, désormais au sommet du pouvoir, suscitait-elle autant de méfiance parmi les barons? Quel mystère planait sur son ascension, alors que des murmures de trahison résonnèrent dans l'ombre? Selon les grandes chroniques de France, la mort de Philippe Auguste marqua un tournant. Louis VIII, bien que roi, était perçu comme faible, son tempérament effacé contrastant avec l'ambition ardente de Blanche. Les barons, jaloux de leur influence, voyaient en elle une intrigante étrangère, manipulant son époux pour asseoir son autorité. Une analyse psychologique pourrait suggérer que Blanche, forte de son expérience à la cour, avait appris à transformer cette hostilité en une arme, utilisant sa piété et son intelligence pour gagner la confiance des clercs et des conseillers. Envisionnez-vous dans une salle du conseil, entendant le craquement des parchemins déroulés,
sentant l'odeur de l'encre fraîche alors que Blanche défendait ses décisions avec une assurance froide. Le palais de la Cité, centre du pouvoir capétien, était un lieu de tension palpable. Les corridors de pierre, éclairés par des torches crépitantes, résonnaient du cliquetis des épées des gardes. Blanche, vêtue d'une robe de damas bleu ornée de lys d'or, se tenait droite, son regard scrutant chaque visage. Selon Guillaume de Nangis, elle s'impliquait déjà dans les affaires du royaume, conseillant Louis VIII sur les campagnes militaires contre les hérétiques albigeois. Mais cette influence suscitait des rancunes. Les barons, menés par des figures comme Pierre Mauclerc, complotaient pour limiter son pouvoir. Envisionnez-vous parmi eux, sentant l'odeur du vin aigre versé dans des coupes d'étain, entendant les murmures de révolte dans l'ombre des colonnes. Un incident, relaté par Rigord, illustra la force de Blanche. Lors d'un conseil, un baron osa la défier ouvertement, l'accusant de privilégier les intérêts castillans. Blanche, sans perdre son calme, répondit avec une citation latine tirée des Écritures, réduisant son adversaire au silence. Envisionnez-vous dans cette scène, entendant le silence pesant qui suivit, sentant l'odeur des biches humides dans la cheminée. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cet aplomb était le fruit d'années de discipline, forgée par la solitude et les épreuves d'une cour hostile. Était-elle une reine guidée par le devoir ou une stratège cachant une ambition plus profonde? Mais un mystère plus sombre planait. Selon Jean de Joinville, dans la vie de Saint-Louis, Blanche recevait toujours des lettres secrètes de sa famille castillane, dissimulées dans des coffrets scellés. Étaient-ce des messages de soutien ou des instructions pour maintenir une influence étrangère sur la France? Ces correspondances, jamais retrouvées, alimentèrent les soupçons des barons. Envisionnez-vous dans sa chambre privée, où une chandelle vacillante éclairait un parchemin scellé, l'odeur de la cire rouge emplissant l'air. Blanche, seule, lisait ces lignes à la lueur tremblante, son visage impassible cachant peut-être un secret qui aurait pu ébranler le trône. La relation avec Louis VIII, bien que renforcée par la naissance de leurs enfants, dont le futur Louis IX restait complexe. Selon Guillaume de Nangis, Louis respectait l'intelligence de Blanche, mais son caractère réservé l'empêchait de partager pleinement le pouvoir. Une analyse psychologique pourrait suggérer que Blanche, consciente de cette faiblesse, compensait par une présence dominante, devenant l'âme du règne. Envisionnez-vous lors d'un banquet royal, entendant le tintement des gobelets d'argent, sentant l'odeur des viandes rôties, tandis que Blanche, par un simple regard, imposait son autorité. Les campagnes albigeoises, menées par Louis VIII, révélèrent l'influence croissante de Blanche. Selon la chronique de Guillaume de Nangy, elle joua un rôle clé dans la mobilisation des ressources, gagnant l'estime des clercs, mais attisant la colère des barons. Était-elle une reine pieuse, soutenant une croisade pour la foi, ou une politicienne habile, consolidant son pouvoir à travers la guerre? Envisionnez-vous sur les remparts du palais, entendant le bruit des sabots des messagers rapportant des nouvelles du front, sentant l'odeur de la poussière soulevée par les chevaux. Mais la mort inattendue de Louis VIII allait mettre à l'épreuve son vrai pouvoir. En 1226, à la mort de Louis VIII, Blanche de Castille saisit le trône. Quel secret la propulsa au sommet du pouvoir? Le vent gémissait à travers les vitraux du palais de la Cité, portant l'odeur de la pluie froide et des cierges éteints dans les chapelles. Envisionnez-vous dans une salle solennelle, où la lueur des chandelles vacillait sur des tapisseries aux couleurs fanées, projetant des ombres spectrales. En novembre 1226, Blanche de Castille, veuve à 38 ans, se tenait seule face à une cour déchirée. La mort soudaine de Louis VIII laissait le trône à leur fils,
Louis IX, âgé de seulement 12 ans. Les cloches de Notre-Dame sonnaient un glas lugubre, annonçant une ère de crise. Pourquoi Blanche, une étrangère, fut-elle choisie comme régente? Quel mystère lui permit de défier les barons et de tenir un royaume au bord du chaos? Selon la chronique de Guillaume de Nangis, la mort de Louis VIII, probablement d'une dysenterie contractée lors d'une campagne albigeoise, plongea la France dans l'incertitude. Les barons, menés par des figures comme Pierre Mauclerc et Thibaut de Champagne, voyaient une opportunité de s'emparer du pouvoir. Mais Blanche, désignée régente par testament royal, s'imposa avec une autorité inattendue. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette épreuve, loin de la briser, cristallisa sa résilience, forgée par des années de méfiance et d'isolement. Envisionnez-vous dans la salle du conseil, entendant le craquement des bûches dans l'âtre, sentant l'odeur de la cire fondue des sceaux royaux alors que Blanche défiait les regards hostiles. Le palais de la cité, avec ses murs épais et ses corridors glacials, était un champ de bataille silencieux. Les torches crépitaient, projetant une lumière incertaine sur les visages des barons, dont les murmures trahissaient des complots. Blanche, vêtue d'une robe de laine noire, ornée d'un simple crucifix d'argent, incarnait une piété austère, mais son regard acéré révélait une stratège. Selon Jean de Joinville, dans la vie de Saint-Louis, elle convoqua les nobles pour jurer fidélité à Louis IX, mais plusieurs refusèrent, contestant son droit à la régence. Envisionnez-vous parmi eux, sentant l'odeur du vin aigre dans leur coupe, entendant le cliquetis des épées dissimulées sous leur cape. Un incident, relaté par Guillaume de Nangis, marqua ce moment critique. Lors d'une assemblée à Reims, un baron osa accuser Blanche de manipuler son fils pour servir des intérêts castillans. Elle répondit avec une éloquence froide. « Le trône de France appartient à Dieu, non à vos ambitions. » Le silence qui suivit, brisé seulement par le tintement d'un gobelet renversé, révéla son autorité. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cette assurance était le fruit d'une discipline mentale, transformant sa douleur de veuve en une détermination inflexible. Envisionnez-vous dans cette cathédrale, entendant l'écho des psaumes, sentant l'odeur de l'encens, tandis que Blanche imposait son pouvoir. Mais un mystère plus profond planait. Selon les grandes chroniques de France, Blanche s'appuyait sur un réseau secret de clercs et de fidèles, dont certains auraient été en contact avec sa famille castillane. Ces alliances, tissées dans l'ombre, lui permirent de déjouer les complots des barons. Était-ce une simple stratégie de survie ou un secret plus audacieux lié à un plan pour renforcer la monarchie capétienne? Envisionnez-vous dans une chapelle obscure où une chandelle vacillante éclairait un parchemin scellé, l'odeur de la cire rouge emplissant l'air, alors que Blanche murmurait des instructions à un messager. La relation avec Louis IX, encore enfant, était au cœur de son règne. Selon Jean de Joinville, Blanche éduquait son fils avec une rigueur presque monacale, mêlant piété et discipline politique. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette éducation reflétait son propre combat pour la légitimité, projetant sur Louis IX ses espoirs d'un royaume uni. Envisionnez-vous dans une salle d'études, entendant le froissement des parchemins, sentant l'odeur de l'encre, tandis que Blanche enseignait à son fils les subtilités du pouvoir. Les barons, cependant, ne désarmaient pas. Selon Guillaume de Nangis, une rébellion éclata en 1227, menée par Pierre Mauclerc, qui cherchait à destituer Blanche. Elle répondit avec une audace militaire, mobilisant des troupes loyales et négociant avec des alliés improbables. Envisionnez-vous sur un champ de bataille, entendant le bruit des sabots et des épées s'entrechoquant, sentant l'odeur de la poussière soulevée par les cavaliers.
Était-elle une reine pieuse, défendant son fils, ou une stratège impitoyable, prête à tout pour conserver le trône? Mais un complot plus sombre, ourdi dans l'ombre, allait ébranler sa résolution. En 1230, au cœur d'un complot, Blanche de Castille tenait le royaume. Quel secret scella son triomphe éternel? Le vent hurlait à travers les remparts du palais de la cité, portant l'odeur de la neige froide et des feux de bois mourants. Envisionnez-vous dans une salle royale où la lueur des chandelles dansait sur des tapisseries usées, projetant des ombres mouvantes comme des spectres du passé. En 1230, Blanche de Castille, régente de France, affrontait une rébellion menée par les barons, déterminés à briser son pouvoir. Les cloches de Notre-Dame sonnaient dans la nuit, leur écho résonnant comme un défi. Pourquoi cette reine castillane, jadis une enfant étrangère, était-elle devenue l'âme invincible du royaume? Quel mystère, enfoui dans son cœur, lui permit de triompher des intrigues et de sceller son légende? Selon la chronique de Guillaume de Nangis, Blanche, à 42 ans, avait consolidé son autorité malgré les complots. Les barons, menés par Pierre Mauclerc et Thibaut de Champagne, tentaient de destituer son fils, Louis IX, encore adolescent, pour affaiblir la régence. Mais Blanche, avec une habileté redoutable, déjoua leurs plans, forgeant des alliances inattendues et mobilisant des troupes loyales. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cette résilience était le fruit d'une vie de combat. De sa jeunesse arrachée à la Castille à sa solitude de veuve, Blanche transformait chaque épreuve en une force. Envisionnez-vous dans une salle du conseil, entendant le craquement des parchemins déroulés, sentant l'odeur de l'encre fraîche alors que Blanche dictait ses ordres avec une voix d'acier. Le palais de la Cité, centre du pouvoir capétien, était un théâtre d'ombre et de secrets. Les torches crépitaient, projetant une lumière vacillante sur les visages tendus des conseillers. Blanche, vêtue d'une robe de laine noire, ornée d'un crucifix d'ivoire, incarnait une piété austère, mais son regard perçant trahissait une stratège. Selon Jean de Joinville, dans la vie de Saint-Louis, elle négocia avec Thibaut de Champagne, transformant un ennemi en allié par une combinaison de charme et de menaces. Envisionnez-vous lors d'une rencontre secrète, entendant le froissement de sa cape contre les dalles, sentant l'odeur de la cire rouge des sceaux scellant des pactes fragiles. Un mystère central entourait son triomphe, une correspondance secrète avec sa famille castillane. Selon les grandes chroniques de France, Blanche recevait des lettres codées, peut-être de sa sœur, Bérengère de Castille, reine du Léon. Ces missives, jamais retrouvées, auraient contenu des conseils diplomatiques ou des promesses de soutien militaire. Était-ce une simple nostalgie ou un secret stratégique pour renforcer son pouvoir? Envisionnez-vous dans une chambre obscure où une chandelle vacillante éclairait un parchemin scellé, l'odeur de la cire fondue emplissant l'air, alors que Blanche lisait en silence, son visage impassible, cachant une vérité explosive. Un incident, relaté par Guillaume de Nangis, illustra sa force. En 1230, lors d'une tentative d'enlèvement de Louis IX par des barons rebelles, Blanche mobilisa la foule parisienne, transformant le peuple en une armée improvisée. Les cloches des églises sonnèrent en l'alarme, leur vacarme résonnant dans les rues pavées. Envisionnez-vous dans cette mêlée, entendant les cris de la foule, sentant l'odeur de la poussière soulevée par les pas précipités. Une analyse psychologique pourrait suggérer que cet acte audacieux reflétait une intuition politique, utilisant l'amour du peuple pour protéger son fils et son trône. La relation avec Louis IX, désormais adolescent, était au cœur de son règne. Selon Jean de Joinville, Blanche éduquait son fils avec une rigueur presque monastique,
lui inculquant la piété et la justice. Mais elle gardait un contrôle étroit, craignant que sa jeunesse ne le rende vulnérable au baron. Une analyse psychologique pourrait indiquer que cette domination maternelle était à la fois un acte d'amour et une stratégie pour préserver son pouvoir. Envisionnez-vous dans une chapelle royale, entendant le chant des psaumes, sentant l'odeur de l'encens, tandis que Blanche et Louise IX priaient côte à côte, unis par un lien indéfectible. Le mystère de son influence castillane ne fut jamais pleinement élucidé. Les archives, étudiées par Pierre de Nolhac, suggèrent que Blanche entretenait des contacts secrets avec l'Espagne, peut-être pour contrer l'influence anglaise en Aquitaine. Ces alliances, tissées dans l'ombre, auraient renforcé sa position, mais à quel prix? Envisionnez-vous dans un conseil secret, entendant le bruit des sabots d'un messager arrivant de Castille, sentant l'odeur de la sueur des chevaux dans la cour du palais. Était-elle une reine loyale à la France ou une stratège jouant un double jeu? La victoire de Blanche sur les barons scella son légende. Selon les grandes chroniques de France, elle stabilisa le royaume, préparant Louis IX, futur Saint-Louis, à un règne glorieux. Mais son pouvoir, forgé dans l'alliance et la lutte, resta entouré de mystères. Était-elle une mère dévouée, une régente impitoyable ou une visionnaire guidée par une foi inébranlable? Envisionnez-vous dans une bibliothèque silencieuse, tenant un manuscrit médiéval, sentant l'odeur du parchemin jauni, entendant l'écho de son nom à travers les siècles. Une alliance scellée dans le mystère, un pouvoir forgé dans l'ombre. Blanche de Castille, princesse castillane, devenue reine et régente, reste une énigme qui captive l'histoire. Si ce récit vous a transporté dans les châteaux froids du XIIIe siècle, où les cloches sonnaient et l'odeur de la cire remplissait l'air, plongez dans d'autres mystères historiques. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres histoires étranges en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Aucun mystère ne meurt jamais. La légende de Blanche de Castille vit encore.